Mesdames et messieurs, bonsoir. Les litiges entre clients et artisans sont fréquents et parfois les deux parties n'arrivent pas à accorder leur violon. Travaux surfacturés et mal réalisés, retard dans le délai de livraison ou abandon de chantier, voilà des fautes que l'on reproche le plus souvent aux artisans. Au regard de la loi de ce jour, vous indique la démarche à suivre pour éviter les conflits et les recours judiciaires pour régler les litiges. Suivons la mésaventure de ce client qui a accepté nous livrer son témoignage. Je voudrais parler de ma mésaventure avec un tailleur qui, entre-temps, j'avais lancé une commande de tenue d'un complet qui devait me servir un samedi. Donc j'ai lancé la commande 2 semaines avant. Après avoir lancé la commande, il m'a donné rendez-vous pour 1 semaine, 2 jours. J'étais passée le jeudi, il n'avait pas fini. Il m'avait promis repasser le samedi à la maison, le samedi matin, puisque je devais porter la tenue dans l'après-midi. Et comme je suis maîtresse de cérémonie, la tenue était exigée. Il est passé en effet à 10 h et il a laissé la tenue. J'étais au boulot, donc je suis rentrée vers 14 h au moment où je devais m'habiller. Je constate que la tenue ne m'allait pas. Je n'arrivais pas à rentrer dans la tenue. J'étais dans tous les états. Par chance, je ne sais pas par quel miracle, il y avait les tailleurs qui circulent sur le chemin avec les ciseaux et machines là. Ce sont eux qui m'ont aidé le jour là. Ça m'a pris du temps. J'étais en retard pour mon activité, mais j'ai quand même pu honorer de ma présence. Et voilà un peu mon histoire par rapport à ce tailleur qui m'a déçue. Ces mauvaises expériences viennent nous rappeler combien de fois il est important de bien choisir son artisan, M. Mozart Elisha. Absolument, absolument. Il est très important de vérifier les compétences professionnelles de l'artisan. Le code de l'artisanat, notamment le règlement de 8 mois portant code de l'artisanat, n'a pas lésiné sur cette obligation. C'est une expérience fréquente que la plupart des concitoyens vivent avec les artisans, notamment nos chers et braves couturiers. Il n'y a pas que les couturiers, c'est presque tous les artisans. C'est une situation qu'il faut analyser de manière objective. On parlera au-delà de l'obligation de résultat, de l'obligation de professionnalisme. Et c'est là que l'artisan aura péché par manque de professionnalisme. Alors, pour remédier à ce genre de situation, c'est simple. Il faut éviter les cas d'urgence et même dans les cas d'urgence, il vaut mieux faire recours à une personne dont on est sûr des compétences professionnelles et qui ne va pas nous décevoir. Quelles sont les obligations que la loi met à la charge des artisans? Déjà, il faut rappeler que les obligations mises à la charge des artisans proviennent essentiellement du Code de l'artisanat qui date de 2001 en République du Bénin et qui a été remplacé par le règlement de 8 mois de 2014 portant Code de l'artisanat. Par endroit, vous voyez le Code civil qui traite de la question des artisans. Alors, ce qu'il faut dire par rapport aux obligations mises à la charge des artisans, c'est qu'il y a premièrement une obligation des obligations vis-à-vis du client et ensuite des obligations vis-à-vis de l'État. En ce qui concerne les obligations vis-à-vis du client, il y a l'obligation de professionnalisme, je le rappelais tantôt, voilà l'article 27 du Code de l'artisanat, du règlement de 8 mois. Il y a également une obligation de loyauté vis-à-vis du client. Et au-delà de ces obligations que l'artisan doit au client, il y a également les obligations tenant à son statut professionnel, des obligations comptables, des obligations fiscales, des obligations de déclaration, d'immatriculation, d'enregistrement au registre des métiers, ainsi de suite. Voilà principalement les obligations que la loi met à la charge des artisans. Quelles sont les sanctions auxquelles s'expose un artisan qui manque à son devoir vis-à-vis de son client? Les sanctions auxquelles s'expose un artisan qui manque à ses obligations sont des sanctions multiples. Comme j'ai pour habitude de le dire, il y a les sanctions au plan pénal et il y a les sanctions au plan civil. Au plan pénal, des poursuites pourront être engagées contre cet artisan-là de mauvaise foi il pourra répondre de faits d'abus de confiance ou même d'escroquerie devant les juridictions. Mais au-delà de la question
de la mauvaise foi. Il faut dire que tous les artisans ne sont pas de mauvaise foi. Cependant, il arrive que pour une raison ou pour une autre, l'artisan manque à ses obligations. Mais malheureusement, dès lors qu'il manque à ses obligations, il se retrouvera forcément sous le coup de la loi, c'est-à-dire qu'il sera amené à indemniser le client du fait des préjudices que celui-ci aurait subis de par son inexécution ou ses manquements. Le non-respect par l'artisan de ses engagements justifie-t-il le fait que le client ait recours à toute forme de menace? Il n'y a aucune raison qui justifie la violence devant la loi. Aucune raison ne justifie la violence. Et à partir de ce moment, ce n'est pas parce que l'artisan a manqué à ses obligations que moi, en tant que client, j'ai le droit d'aller le violenter dans son atelier, dans son lieu de travail. Il existe des moyens que la loi a prévus pour que je puisse entrer en possession de mes droits et plus, au-delà de mes droits, entrer en possession de dommages et intérêts parce que j'aurais subi des préjudices. Prenons le cas d'un couturier qui exécute mal le travail. Le client peut-il exiger un remboursement ou l'achat du tissu? Au-delà du couturier, il y a également le maçon, il y a le menuisier, il y a le chef chantier, il y a le conducteur de taxi-moto. Oui, il est possible de demander un remboursement. Par les voies légales, d'ailleurs, il est possible de demander un remboursement. Les procédures que l'on peut intenter à l'encontre d'un artisan dans ce cas sont multiples. On peut engager une procédure d'injonction de rembourser contre l'artisan, et c'est une procédure rapide qui se fait devant le président du tribunal avec les pièces qui prouvent que vous avez effectivement payé telle ou telle chose et que malheureusement, soit votre tissu qui coûte peut-être excessivement cher a été abîmé, soit parce que telle ou telle chose n'a pas été respectée suivant le contrat que vous avez passé. Mais au-delà de ça, il y a également des procédures que vous pouvez intenter devant le tribunal de commerce pour obtenir gain de cause. Si par exemple, les travaux de construction d'une maison n'avancent pas ou que le propriétaire constate que l'artisan a fait de faux devis, quelles sont les voies offertes au propriétaire pour continuer les travaux de sa maison? Faut-il le rappeler que l'artisan a une obligation principale de résultat. Il a également une obligation de moyens. Donc il doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que le travail qui lui est demandé soit effectué. Donc il vaut mieux rompre le contrat et décider de poursuivre cet artisan-là pour rentrer en possession des frais engagés dans l'exécution du travail. Il est rare de voir un Béninois porter plainte pour une somme de 10 000 ou 15 000 francs parce qu'on estime que la démarche à suivre elle est longue, il faut prendre les services d'un avocat. Dans ce cas, quelles sont les voies de recours? La plupart du temps, on estime que pour une affaire de 15 000 francs ou de 20 000 francs, on ne peut pas poursuivre un artisan. Donc en général, on s'en tient aux violences verbales, on s'en tient aux violences physiques, ce qui n'est pas la meilleure voie. Il est plus intelligent de solliciter une injonction de payer. C'est une procédure rapide et efficace où le président du tribunal ordonne toutes les mesures nécessaires pour que vous puissiez rentrer en possession de votre dû. Comment rassembler les preuves pour traduire en justice un client ou un artisan, puisqu'on constate que chez nous, les contrats sont signés verbalement? Vous avez eu des conversations, vous lui avez fait des transferts d'argent, vous lui avez remis de l'argent en main propre devant témoins sans doute. Donc voilà autant de pistes que vous pouvez exploiter. Juste hier, j'ai eu à remettre une somme importante à un artisan et je lui ai demandé, je lui ai remis l'argent au bord d'une voie, sur un carrefour, mais je lui ai dit, écoutez, faites-moi une décharge. J'ai sorti un formulaire de décharge que j'avais sur moi. Il a rempli le formulaire de décharge, j'ai pris sa pièce d'identité que j'ai photocopiée et que j'ai annexée au formulaire de décharge. Donc ce sont des réflexes qu'il faut avoir pour éviter ce genre de problème à l'avenir. Alors pour finir, quelles mesures auriez-vous suggéré à l'État pour gérer efficacement ces types de conflits entre artisans et clients? Il est important que l'État revienne sur la législation, sur l'état de la législation. Parce que la législation, notamment du Code de l'artisanat tel qu'elle est en ce moment, l'état de la législation, ne met pas davantage l'accent sur les obligations de l'artisan vis-à-vis de ses clients. La législation met plutôt l'accent
sur les obligations de l'artisan vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de sa corporation. Mais au-delà de ces obligations, il faut revenir en précisant que l'artisan a des obligations vis-à-vis du client et que le manquement à ces obligations sera sanctionné de telle ou telle manière. Cela est important, surtout que les cas de litige entre artisans et clients deviennent légion. Il est important de réglementer cela en prenant des textes, tout au moins des arrêtés ou des décrets qui encadrent mieux la pratique ou qui encadrent mieux les relations entre artisans et clients. Nous sommes presque à la fin de votre émission, mais avant, voici la question du jour. Vous avez envie de témoigner ou de nous laisser vos préoccupations? Eh bien, écrivez-nous sur le 90 93 35 53 ou laissez-nous un message sur notre page Facebook Au regard de la loi. J'ai été plusieurs fois victime de litiges avec des artisans. Que faut-il faire pour ne plus tomber dans le piège des artisans qui ne respectent pas le délai de livraison? Merci madame pour votre question. Comment éviter de tomber dans le piège des artisans de mauvaise foi? Je pense qu'il est important, avant de rentrer en collaboration avec un artisan, de faire une toute petite enquête de moralité sur ce dernier. Au-delà de cette enquête de moralité, il est important de s'assurer d'avoir un minimum de garanties. Les garanties, en fait, ce sont des garanties probatoires, notamment des documents qui prouvent que vous avez remis tel ou tel montant à l'artisan, pour qu'il ne conteste pas après avoir pris de telles sommes auprès de vous. Voilà une recommandation qui est prévue à l'article 1341 du Code civil, où on dit que pour toute somme ou valeur supérieure à 5 000 francs, la preuve se fait par écrit. Il y a également la question de vos devoirs vis-à-vis de cet artisan. Lorsque vous avez affaire à un artisan, veillez à effectuer les paiements d'avance tels que convenus, aux heures convenues, pour que celui-ci puisse effectuer le travail. Parce que s'il manquait à son obligation de résultat, ce manquement pourrait être dû au fait que vous avez manqué à votre tour, à votre obligation de payer le prix à la date convenue. Et lorsque toutes ces précautions sont prises, nous sommes déjà sûrs qu'avec cet artisan-là, tout est censé aller pour le mieux. Mais si malheureusement, malgré toutes les précautions prises, tout ne va pas pour le mieux, au moins vous avez des garanties qui peuvent vous permettre de la signer en justice et de demander à ce que le tribunal l'oblige à vous restituer les fonds que vous avez engagés dans les travaux réalisés. Merci à vous, Monsieur Mozart Elisha. Et nous vous donnons rendez-vous, chers téléspectateurs, dans 2 semaines pour un autre numéro de votre émission Au regard de la loi.